La floriculture est la culture des plantes produisant des fleurs. La floriculture est une discipline de jardinage de l'horticulture. Le floriculteur est la personne qui pratique la floriculture. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la culture de la rose, ainsi que de sa transformation. Il faut savoir que la rose est la reine des fleurs. Le rosier est un arbuste ou une liane allant de 0,25 mètres à 8 mètres selon les variétés. Il se multiplie par bouturage ou greffage. Le rosier apprécie les sols profonds, fertiles, pas trop acides, frais et drainés. Mais il saura s'accommoder de la plupart des sols, même ceux qui sont argileux ou un peu sableux. On peut également cultiver les rosiers en pot. Comme pour la plantation de tout arbuste, il faut préparer consciencieusement le terrain, ameublir en profondeur, apporter de l'humus et un engrais organique. Les rosiers aiment les emplacements ensoleillés. Ce sont donc des plantes adaptées à nos climats. Ils ont un système racinaire très développé qui descend en profondeur dans le sol. Une fois bien installés, ils n'ont généralement pas besoin de trop d'arrosage, sauf en cas de sécheresse prolongée, de forte chaleur ou si le sol est sableux et donc retient très peu d'eau. Pour réduire les arrosages et conserver au sol sa fraîcheur, il est conseillé de prévoir un paillage qui limitera du même coup les opérations de désherbage au pied du rosier. Il existe plusieurs formes de rosiers. Les rosiers grimpants, qui sont aussi appelés rosiers sarmenteux. Ils sont à planter contre un mur, une rambarde, une clôture ou alors pour couvrir une pergola. Ils peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Les rosiers buissons. Ces rosiers forment un buisson et ne sont généralement pas très hauts, 1 mètre environ. Ils sont parfaits dans les massifs ou en bordure fleurie. Nous avons également les rosiers couvre-sol. Leurs rameaux longs et retombants ont tendance à s'étaler. Ils sont plus ou moins hauts. Leur hauteur est généralement comprise entre 30 et 60 cm. Nous avons les rosiers arbustifs. Ces rosiers peuvent devenir assez hauts, plus d'1 mètre. Contrairement aux rosiers grimpants, ils n'ont pas besoin de support comme les clôtures et compagnie. On les utilise isolés ou en fond de massif. Nous avons les rosiers miniatures. Ce sont des rosiers de petite taille, moins vigoureux que leurs grands frères, mais pas moins florifères. Ils peuvent être cultivés même dans un grand pot éventuellement. Nous avons les rosiers tiges. Ces rosiers sont en fait des rosiers buissons qui ont été greffés sur un tronc, généralement sur la Rosa canina ou l'églantier. Ils forment une boule. Les rosiers pleureurs, c'est un rosier sarmenteux également grimpant qui est greffé sur une tige dont on laisse retomber les rameaux. Il s'agissait là de différents types de rosiers. Maintenant, en ce qui concerne les usages, il existe plusieurs variétés, formes, couleurs de roses obtenues par croisement. Mais toutes les roses cultivées sont issues de la rose de Provins. La rose de Provins, appelée aussi Rosa gallica, est reconnue et utilisée pour ses bienfaits et vertus pour la santé. Préconisée contre la tuberculose jusqu'à la Renaissance, elle était également recommandée au 19e siècle pour son effet tonique et administrée généralement aux personnes fatiguées. Par ailleurs, la rose fut longtemps utilisée pour soigner les hémorroïdes, les maladies de la peau, les affections des yeux. La rose est tonique et astringente, revitalisante, régénératrice et cicatrisante. En usage externe, on l'utilise en lavement contre la diarrhée, en injection contre les pertes blanches et en gargarisme contre les angines. On utilise la rose pour les soins de la peau et elle fait partie de nombreux remèdes souvent employés pour traiter les plaies qui suppurent. L'essence de rose contient une substance anesthésique. On utilise de l'eau distillée de rose comme collyre pour calmer la douleur de l'inflammation. Diluée dans de l'huile végétale, l'essence de rose en application locale permet de traiter l'acné et les brûlures légères. Elle permet de réveiller une peau fatiguée et de prévenir l'arrivée des rides. Sur le plan émotionnel, l'huile essentielle de rose est très efficace contre l'anxiété et le stress, le surménage, les émotions fortes, les déprimes passagères. On l'utilise alors en diffusion ou en inhalation. On le voit ainsi, la rose a énormément de propriétés. La rose est utilisée en parfumerie.
La rose contient une huile essentielle aux propriétés sédatives, aphrodisiaques et apaisantes incontestables. Elle constitue également un excellent anti-rides, véritable alternative biologique, naturelle et durable aux crèmes de soins. On le voit ici. Vous pouvez cultiver les rosiers pour plusieurs raisons. Si nous prenons la première des raisons, qui est la culture des roses pour la décoration florale, nous constatons que malgré que c'est un produit futile par excellence et qui est énormément périssable, la rose est pourtant la fleur coupée la plus commercialisée au monde. Elle est indispensable aux événements de la vie, aux mariages, aux enterrements. Et elle est indispensable également à certaines fêtes calendaires, la Saint-Valentin, la fête des mères, etc. On peut ainsi cultiver les rosiers pour la production de fleurs coupées à destination des fleuristes ou des décorateurs ou pour la production de plants de rosiers qui seront vendus le plus souvent aux jardiniers chargés de l'ornementation des jardins publics ou privés. Symbole de l'amour dans toutes ses nuances, la rose peut être offerte en bouquet uni ou associée à d'autres fleurs. Ses couleurs, rose pour la tendresse, blanc pour la sincérité, orange pour l'admiration, jaune pour la jalousie, rouge pour la passion, délivreront un message à celui à qui elles sont offertes. Contrairement à ce que l'on peut penser en Afrique subsaharienne, il existe une classe moyenne et supérieure qui aime les fleurs. De ce fait, il y a de l'argent à se faire dans la floriculture, notamment du rosier, avec pour objectif la production de fleurs coupées. Un pays à miser sur la rose, c'est le Kenya. C'est l'empire de la rose en Afrique. Le Kenya s'est spécialisé dans une rosiculture à haut rendement, intensive en capital et en travail. 100 millions de roses sont produits chaque année par une seule des grandes fermes horticoles au Kenya. Or, il y a plusieurs fermes de ce type. Imaginez le nombre de roses produites. Ces bouquets destinés essentiellement à l'export sont vendus en Europe occidentale et en Russie. Le secteur est devenu la deuxième source de revenus du Kenya en 2015 par exemple, après le thé et avant le tourisme. Pour y arriver, les personnes qui ont investi dans ce secteur de la rosiculture ont repris les principes de l'agriculture industrielle. D'abord, il s'agit d'une quasi-monoproduction, puisque dans leur majorité, ces fermes ne produisent que des roses, exclusivement des roses. Bon, certes, certaines cultivent aussi des légumes, des fleurs de saison, avec pour objectif de minimiser les risques financiers et biologiques liés à la monoproduction. Mais ces associations restent rares. Ces roses sont produites la plupart du temps au sein des serres ultramodernes qui ne produisent que des roses, souvent la même variété, sur plusieurs hectares, en rangées denses. On parle de 7 à 8 plants au mètre carré. En fonction des variétés, les responsables de production visent environ 6 à 7 productions par an pour chaque rosier, avec une récolte de 3 tiges par floraison et par plant en moyenne. Ainsi, cette production de masse standardisée permet d'atteindre pour certaines variétés 1 400 000 tiges par hectare et par an. Ces cultures se font donc sous serre, car les serres agissent comme des parapluies en protégeant les rosiers des pluies et des épisodes de grêle. Elles agissent également comme des parasols en protégeant ces rosiers d'un soleil trop fort et enfin elles maintiennent une température idéale pour les rosiers, comprise entre 12 et 29 degrés Celsius. En Afrique, en dehors du Kenya, l'Éthiopie et l'Équateur occupent également une place de choix dans le marché mondial de la rose. L'eau de rose est utilisée en cosmétique. Elle est utilisée depuis l'Antiquité pour ses vertus régénérantes et antibactériennes. L'époque actuelle étant au retour vers le naturel, l'eau de rose revient en force et on aurait tort de s'en priver ou alors de ne pas en fabriquer pour proposer aux éventuels clients. L'eau de rose est tonique. Elle peut s'utiliser pour nettoyer la peau ou l'hydrater. Ses effets purifiants conviendront très bien aussi bien aux peaux grasses que sèches. Tonifiante, hydratante, adoucissante, l'eau de rose est une bonne alliée pour resserrer les pores et lutter contre les rides. Elle va permettre de raviver les peaux fatiguées, d'atténuer les petites irritations cutanées, tout en laissant un délicat parfum sur votre peau.
Deux variétés de roses correspondent particulièrement à un usage cosmétique. C'est la centifolia, la rose sans feuilles, et la rose de Damas. Parmi les multiples variétés existantes, la rose de Damas présente le meilleur rendement. Bon, vous pouvez faire votre eau de rose maison de façon simple. Il faut préférer de l'eau minérale et une poignée de pétales de rose non traitée. Si vous prenez les roses non traitées, c'est quand vous voulez un produit bio. Vous portez à ébullition de l'eau. Une fois que l'eau bout, vous ajoutez vos pétales de rose. Vous laissez infuser hors du feu pendant une vingtaine de minutes. Vous filtrez, vous laissez refroidir et voilà votre eau de rose pour le visage prête à l'emploi. Mais le processus industriel passe par la distillation de la fleur à l'aide d'un alambic. Pour conserver l'eau de rose, il faut la placer dans un flacon en verre ou en plastique qui soit hermétique et stérile. Elle se conservera 6 mois au frais. Au-delà, elle perd ses vertus et s'altère vite. Si vous avez fait une grande quantité, vous pouvez également la congeler. Il faut savoir que l'eau de rose peut s'utiliser lors d'un bain parce qu'elle a une influence sur la circulation sanguine. Donc l'eau de rose a énormément de vertus. L'eau de rose est nettoyante. Elle nettoie la peau en profondeur. L'eau de rose est un antibactérien naturel. L'eau de rose est hydratante. Si vous l'appliquez sur le visage matin et soir, elle permettra à la peau d'être bien hydratée. Elle possède de nombreuses vertus, dont celle de lisser et revitaliser la peau. Elle apporte un teint éclatant au visage qui paraît plus jeune. L'eau de rose est un puissant anti-rides. Elle combat efficacement les rides. En appliquant chaque jour de l'eau de rose sur le visage, vous combattez efficacement l'apparition des rides. Elle est riche en antioxydants et contribue à repousser le vieillissement de la peau tout en diminuant rides et ridules. Elle peut même être utilisée pour atténuer les vergetures. L'eau de rose a des vertus cicatrisantes. Elle peut en effet venir guérir les cicatrices ou les blessures. Très respectueuse des peaux sensibles, elle sera recommandée en cas d'acné pour prendre soin du visage. Ses vertus antibactériennes et cicatrisantes seront aussi efficaces contre les aftes et les ulcères cutanés. L'eau de rose est un excellent soin après soleil. Après avoir passé une journée au soleil, il faut prendre soin de sa peau. L'eau de rose sera particulièrement recommandée dans la mesure où elle combat les effets nocifs du soleil sur la peau. Elle peut être utilisée comme un masque de cheveux. Si vous avez le cuir chevelu irrité, c'est le moment ou jamais de vous tourner vers l'eau de rose. Elle traitera en profondeur les inflammations et vous permettra de retrouver des cheveux en bonne santé. Elle saura par ailleurs prévenir la chute des cheveux en stimulant la circulation sanguine et en renforçant les follicules pileux. L'eau de rose gomme les yeux gonflés. Si vous vous réveillez chaque matin avec des yeux gonflés, l'eau de rose pourra faire des miracles. Imbibez des disques de coton d'eau de rose que vous aurez conservé préalablement au frais. Vous déposez ces cotons sur vos yeux, vous laissez agir quelques minutes. Vos yeux vont se dégonfler et les cernes, si vous en avez, vont s'estomper. L'eau de rose combat la constipation. En cas de constipation, de nombreuses solutions existent. Si vous avez de l'eau de rose à portée de main, mettez-en un peu dans vos plats et vos problèmes digestifs se débloqueront. Vous pouvez aussi la boire comme un thé en la faisant chauffer. Là encore, les résultats seront au rendez-vous. Elle soulage les maux de tête en cas de légère migraine. Vous imbibez une compresse d'eau chaude, vous l'appliquez sur votre front. Normalement, vous devrez être soulagé si c'est une légère migraine. Mais si vous avez de fortes migraines, il faut aller à l'hôpital et voir un médecin traitant. Enfin, l'eau de rose est un excellent produit relaxant. Son odeur, sa douceur en font un produit idéal pour tous ceux qui cherchent à se détendre, à se relaxer. Qu'est-ce qu'un macérat huileux? Un macérat huileux est une huile qui contient des extraits végétaux. On l'obtient en infusant des plantes dans de l'huile végétale. Ces préparations renforcent les propriétés de l'huile en ajoutant les principes actifs des plantes en macération. Ainsi, obtenir un macérat de rose vous permettra de mettre sur le marché un cicatrisant puissant. En effet, le macérat de rose permet à la peau de retrouver sa couleur naturelle. Son activité régénérante et antioxydante est un atout pour lutter contre les marques du temps. Son pouvoir assouplissant est recommandé pour les peaux sensibles et fatiguées. Pour réaliser cette huile de rose, vous allez utiliser des pétales de rose cueillis délicatement.
Vous allez les faire macérer dans de l'huile végétale, par exemple l'huile d'amande douce, de jojoba, d'olive. À vous de choisir celle qui vous convient. Vous pouvez utiliser ce macérat huileux à l'état pur, comme huile corporelle. Sinon, il peut constituer un ingrédient dans vos crèmes, vos baumes, vos laits, etc. D'autres produits peuvent être issus des pétales de rose dans le domaine de la cosmétique. Les savons de rose, de l'eau de Cologne, du parfum, etc. Nous vous avons proposé les moins compliqués à faire pour peu qu'on soit un minimum équipé. Vous pouvez cultiver la rose pour son utilisation dans l'agroalimentaire. En effet, on peut cultiver des variétés de roses qui sont comestibles. Sachez que leurs pétales entrent dans la composition de plusieurs produits de la gastronomie et même de la haute gastronomie. Oui, les pétales de rose peuvent se manger. Les pétales de la fleur séchée de rose sont utilisés en cuisine pour parfumer les entremets, les gâteaux et les desserts. Pour les amateurs de macarons, par exemple, les macarons à la rose sont assez réputés. Vous pouvez utiliser des pétales et des boutons de rose dans des salades et des tartes. Vous pouvez également confectionner de délicieuses confitures ainsi que des liqueurs, des sirops et des sorbets. En effet, on peut faire des confitures de rose. Le confit de pétales de rose est élaboré à partir de pétales de rose, notamment la centifolia ou la rose de mai. Ce confit restitue à merveille les parfums de cette fleur d'exception. Vous avez également l'eau de rose alimentaire, qui est un incontournable pour les desserts. Vous pouvez mettre sur le marché l'infusion de rose, 10 grammes de pétales de rose par litre d'eau bouillante. C'est une boisson tonique que vous pouvez prendre 2 à 3 tasses par jour entre des repas. Nous avons également le sirop de rose, qui est très efficace contre les diarrhées. 50 grammes de pétales de rose dans 2 litres d'eau bouillante à laquelle on ajoute 1 kg de sucre jusqu'à obtenir la consistance d'un sirop. Enfin, la liqueur de rose. La liqueur de rose peut être dégustée nature ou en association avec du champagne ou du vin blanc. Nous vous encourageons à cultiver les rosiers et surtout à les transformer. Il faut savoir qu'il existe plusieurs techniques d'extraction du parfum de la rose. De nos jours, l'hydrodistillation est le procédé le plus courant pour l'obtention des huiles essentielles. Dans cette technique, les pétales sont plongés dans un grand volume d'eau chauffée à 100 degrés Celsius. La vapeur émise par ébullition du mélange se condense après refroidissement dans un serpentin. Et par décantation, on obtient finalement une couche d'eau de rose surmontée d'huiles essentielles. Cette extraction demande beaucoup de main-d'œuvre. Les paysans sont parfois organisés en coopérative pour utiliser des alambics de grande capacité. Ils sont capables de distiller 500 kg de fleurs dans 1500 litres d'eau. Le chauffage de l'eau dure 30 minutes et la distillation 1h30. 500 litres de condensat sont recueillis de cette distillation des fleurs. Afin d'optimiser l'extraction, celle-ci se fait en 2 étapes. Une première couche d'huile directe, environ 20% du volume final d'huile se forme par décantation sur la première eau de rose. 1200 litres de cette première eau de rose sont distillés à nouveau pendant 1 heure pour obtenir 140 litres de seconde eau de rose surmontée d'une couche d'huile d'eau. Après décantation, environ 80% du volume final de l'huile va rester. L'huile directe est laissée plusieurs jours au soleil pour précipiter les impuretés et décanter l'eau. L'huile d'eau est brièvement filtrée, puis les 2 huiles sont mélangées. On obtient ainsi l'huile essentielle de rose en même temps que les eaux de rose qui sont récupérées et mélangées. L'huile essentielle de rose porte aussi le nom d'essence de rose ou d'attar de rose. Attar, A-D-T-A-R. La production d'1 kg d'huile essentielle de rose nécessite la distillation de 3 à 5 tonnes de rose, soit l'équivalent de 200 millions de pétales. Ce qui fait que le prix de l'huile essentielle de rose est très élevé. On parle de 5 000 à 7 000 euros par kilo, environ 3,5 millions à 5 millions de francs CFA environ par kilogramme d'huile essentielle de rose. Un champ de roses de la variété Damascena produit environ 1,5 tonne de fleurs par hectare dès la 3e année, puis ça peut aller jusqu'à 5 tonnes par hectare les années suivantes, et ceci pendant une trentaine d'années, si votre champ est bien entretenu.
avant que vous ne remplaciez les pieds. Les fleurs de rosier sont ramassées à la main, une par une, au moment où la concentration de parfum est maximale, c'est-à-dire entre 5 et 9 heures du matin. Idéalement, quand vous avez cueilli vos fleurs, vous devez immédiatement les distiller si vous voulez avoir vraiment la meilleure odeur possible. La deuxième technique la plus courante pour extraire le parfum des roses est l'extraction par solvant. Dans cette technique, les fleurs sont lavées 3 fois avec un solvant, par exemple l'hexane. À la fin de l'extraction, ce solvant qui s'appelle hexane est éliminé par évaporation sous vide. L'extraction complète dure environ 5 heures et permet d'obtenir ce qu'on appelle la concrète. C'est un produit semi-solide, concentré en parfum mais aussi en pigments et en cire qui nécessite d'être traité par un alcool tiède afin d'éliminer ces éléments extérieurs-là. L'alcool est ensuite refroidi entre 0 et 10 degrés pour précipiter les cires. L'alcool est évaporé sous vide, ce qui donne un produit très concentré en molécules odorantes et très cher, qu'on appelle l'absolu de rose. L'absolu de rose coûte entre 1200 à 2000 euros par kilogramme. Il faut approximativement 400 kg de rose pour obtenir 1 kg de concrète et 0,5 kg d'absolu. L'extraction par solvant surpasse aujourd'hui en termes de volume de production l'hydrodistillation. Cependant, l'hydrodistillation ayant un rendement très inférieur, les volumes de fleurs traités pour la fabrication d'huile essentielle restent supérieurs à ceux utilisés pour l'extraction au solvant. L'extraction par solvant présente le désavantage de laisser des traces de solvant dans l'huile essentielle. Les produits issus de cette technique ne peuvent donc pas être qualifiés de bio, contrairement à ceux issus de l'hydrodistillation. L'extraction par solvant a l'avantage de mieux extraire le parfum en pénétrant plus profondément dans les pétales et de se faire à basse température, entre 60 et 70 degrés, en évitant ainsi de dénaturer certaines molécules sensibles à la dégradation thermique. Cependant, l'hydrodistillation est un procédé plus simple à mettre en œuvre, avec une machinerie plus rudimentaire et dont un personnel demandant moins de formation. Selon les parfumeurs, les deux produits, huile essentielle et absolue, ont des propriétés olfactives différentes. Une des différences est la concentration en phényléthanol. Ce phényléthanol est très présent dans l'absolu, entre 60 et 75%, beaucoup moins dans l'huile essentielle, entre 1 et 2%, à cause de sa solubilité dans l'eau. Aujourd'hui, les deux techniques coexistent car elles donnent des produits aux caractéristiques différentes. Les produits obtenus par les différentes méthodes sont surtout utilisés dans la parfumerie et la cosmétique. Les conditions de ramassage des fleurs de rosier qui se font essentiellement à la main, uniquement à la main, ainsi que le faible rendement d'extraction de l'huile essentielle entre 0,02 à 0,03% en font des produits de luxe. Du fait de sa forte concentration et de son prix prohibitif, l'attar et l'huile essentielle de rose sont utilisés quasiment exclusivement pour la parfumerie de luxe. On le constate, la rose a énormément de vertus et est utilisée dans plusieurs secteurs. La cosmétique, la parfumerie, le secteur pharmaceutique, l'agroalimentaire, etc. Nous vous encourageons à explorer ce type de floriculture. Mais avant de vous y lancer, sachez exactement pour lequel de ces usages vous souhaitez cultiver les rosiers, car ceci a un impact dans le choix des différentes variétés à cultiver. Il faut identifier clairement votre marché. À qui allez-vous vendre? Sur le plan national, à l'international? Il faut vous former et surtout et enfin équipez-vous pour pouvoir transformer. Équipez-vous également pour pouvoir cultiver. On a parlé des serres. Il est temps que nous ayons une autre vision de l'agriculture. Ne soyons plus de simples cueilleurs, comme l'a dit un de nos abonnés dans son commentaire. Ayons plutôt une vision d'industriel. Produire sans transformer de nos jours est une hérésie. On le voit actuellement au Cameroun où les agriculteurs bradent le cajot de tomates à 800 francs CFA, faute de pouvoir le transformer. Tout un cajot. Le tout n'est pas de cultiver, récolter et vendre, non. Il faut cultiver, récolter, transformer avant de vendre. Changeons d'état d'esprit, changeons de mindset.
Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Nous vous demandons de nous encourager en partageant au maximum nos vidéos et en vous abonnant à notre page AgriTV Web si ce n'est pas encore fait. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ne l'oubliez jamais. Savoir est le point de départ, mais agir fait toute la différence. C'est dans l'action que vous allez vous démarquer. Maintenant que vous savez, place à l'action, agissez.